Salut à tous. L'évaluation centrale est que l'objectif principal de l'Iran, tout au long de ce conflit, a été la survie. Repousser les attaques menées contre lui, punir les alliés et les soutiens américains dans la région, et tenir, à partir de cette lecture, c'est l'Iran qui détient l'initiative stratégique, et non les États-Unis. Les États-Unis continuent d'opérer avec une structure de force héritée de la Seconde Guerre mondiale, conçue pour rejouer une version de la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois que cela a fonctionné, c'était pendant Desert Storm, en 1991. Depuis, il aurait dû y avoir une profonde réorganisation, une réforme et une transformation de l'appareil militaire. Mais cela n'a jamais eu lieu. À la place, les vieux indicateurs sont restés en place. L'Iran a pris des décisions très différentes il y a 20, 25 et 30 ans sur ce qu'il construirait et ce qu'il ne construirait pas. Il n'avait pratiquement pas d'aviation. Les affirmations selon lesquelles l'aviation iranienne aurait été détruite n'ont aucun sens, parce qu'il y avait presque rien à détruire. Il en va de même pour la marine. L'Iran avait 7 vieilles frégates. Et même s'il disposait aussi de nombreuses petites embarcations et de systèmes navals sans pilote, personne ne semble avoir perdu beaucoup de sommeil à cause de la destruction de ces frégates, car elles étaient déjà dépassées. Pourtant, on retrouve toujours le même langage. Ceci a été coulé, cela a été détruit, 7000 cibles ont été frappées. Cela suppose que ces cibles avaient une réelle valeur. Cela suppose aussi qu'une fois les cibles jugées significatives épuisées, la victoire est acquise. Rien ne le prouve. L'Iran a massivement investi dans les missiles et les systèmes sans pilote, et cet investissement a porté ses fruits. L'Iran est une forteresse naturelle, une puissance continentale de 93 millions d'habitants, entourée de montagnes et bordée au sud par des déserts. Envahir l'Iran n'a jamais bien tourné pour personne, certainement pas depuis Alexandre le Grand. Personne n'a sérieusement tenté l'expérience depuis les Mongols, et les Mongols étaient prêts à faire des choses que presque personne d'autre dans l'histoire n'a faites, au moins jusqu'aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et plus récemment à Gaza. L'initiative stratégique reste donc entre les mains de l'Iran. Il est capable de tenir bien plus longtemps qu'on l'avait prévu, il a été beaucoup plus efficace qu'annoncé, et les efforts américains ont été largement vains. L'affirmation courante selon laquelle l'Iran aurait fermé le détroit d'Ormuz est également rejetée. L'argument avancé est que c'est en réalité le Lloyd's of London qui l'a fait, parce que personne ne va assurer le transport maritime tant que la guerre ne sera pas terminée ou qu'il n'y aura pas cessation complète des violences. L'idée selon laquelle l'Iran à lui seul aurait provoqué cela est fausse. Aux États-Unis, beaucoup semblent aussi oublier qu'Israël a commencé ce conflit et que les États-Unis ont rejoint Israël. L'Iran n'a pas attaqué les États-Unis et l'Iran n'a pas attaqué Israël en premier. Le cessez-le-feu est ensuite apparu à un moment très étrange, après toutes les menaces guerrières. L'interprétation avancée est que la Central Intelligence Agency, la CIA, a contacté l'Inter-Service Intelligence, l'ISI au Pakistan, et a dit, en substance, voici une proposition que nous aimerions voir votre direction présenter. Cette proposition aurait ensuite été portée presque mot pour mot aux Iraniens, puis renvoyée à Washington, créant l'illusion qu'Islamabad avait approché les États-Unis au nom de l'Iran. Selon cette lecture, les Iraniens n'ont jamais demandé de cesser le feu. Rien ne montre qu'ils l'aient fait. Lundi, ils ont réaffirmé leurs 10 points et Steve Witkoff a déclaré que ces conditions constituaient une catastrophe et ne pouvaient pas être acceptées. Puis, soudainement, dans le cadre du cessez-le-feu, les États-Unis ont dit qu'ils négocieraient sur la base de ces mêmes 10 points. Si c'est exact, alors c'est une catastrophe pour Israël ou pour quiconque agit en son nom. Witkoff et Jared Kushner semblaient ensuite devoir retourner à Islamabad pour représenter les États-Unis, mais le jugement posé ici est qu'ils sont largement perçus comme des agents israéliens qui représentent avant tout les intérêts d'Israël. La même critique avait déjà été formulée à propos de Tony Blinken. Les gouvernements de la région ne le voyaient pas non plus comme un représentant indépendant des États-Unis. Les attentes à l'égard de tout ce processus sont donc très faibles et rien ne semble susceptible de modifier fondamentalement la situation militaire.
D'après cette analyse, le renforcement militaire du côté américain se poursuit. Les médias iraniens, de leur côté, présentent la situation de manière très différente. Leur ligne est que l'Iran a atteint presque tous ses objectifs et qu'après 30 jours de supplication américaine en faveur de négociations, Washington envisage maintenant, dans les faits, les 10 points iraniens. L'Iran peut être disposé à envisager des négociations, mais uniquement dans une méfiance totale, littéralement avec le doigt sur la détente. Si le camp adverse fait quelque chose d'insensé, l'Iran continue, tout simplement. Cela reflète la même logique stratégique. L'Iran estime avoir l'avantage parce que, au fond, il lui suffit de tenir. Pour chaque frappe qu'il subit, il cherche une réciprocité, une cible désignée et une stratégie désignée pour frapper l'autre camp en retour. En même temps, il est prêt à tenter la politique comme continuation de la guerre par d'autres moyens, au travers de négociations à Islamabad. Si le cessez-le-feu échoue, les États-Unis pourraient finir par souffrir davantage que beaucoup ne l'imaginent, surtout au vu de ce que l'Iran a été capable de faire au cours de la semaine et demie précédente, notamment abattre des appareils et des hélicoptères américains malgré les déclarations répétées de Pete Hegseth et de Donald Trump selon lesquelles le ciel iranien était en pratique ouvert. Les rapports venant d'intermédiaires, de journalistes, d'Européens et d'Asiatiques présents en Iran convergent tous. L'Iran pourrait encore disposer d'au moins 15 000 missiles et d'au moins 45 000 drones. Sa capacité de production de drones semble intacte. Son arsenal de missiles à toute fin pratique semble lui aussi intact. Il paraît avoir perdu peu, être la moitié de ses lanceurs mobiles, mais ceux-ci paraissent remplaçables et il en resterait encore la moitié. En matière de puissance de frappe offensive, l'Iran semble donc toujours pleinement capable. Toute cette capacité est liée à d'immenses installations souterraines construites sur 20 ans. Il faut comparer cela à la position américaine. Les États-Unis opèrent à 6000 milles de distance en utilisant l'Allemagne et d'autres États européens comme point intermédiaire. Ils n'ont pas d'accès immédiat à des ports dans la région et doivent donc s'appuyer sur des lieux comme Diego Garcia et en Méditerranée, sur la Grèce et d'autres emplacements. Ils combattent au bout d'une ligne logistique extrêmement longue. La capacité industrielle américaine n'est pas comparable. Les États-Unis peuvent produire 7, 8 ou 9 missiles tous les 2 jours, être 10 par semaine, mais ils n'ont jamais construit une véritable capacité de montée en puissance. La Russie, elle, l'a fait. Quand le champ de bataille l'exige, la Russie peut passer de 10 à 1000. La Chine peut produire environ 1000 moteurs de roquettes ou missiles par jour, peut être davantage. Les États-Unis auraient déjà de la chance d'en produire 100 en une semaine. Une fois cela mis en regard du soutien chinois et russe à l'Iran, un soutien fondé sur le refus de voir l'État iranien détruit par les États-Unis, la conclusion est simple. Si quelqu'un avait besoin de ce cessez-le-feu, c'était Washington. Cela ne signifie pas que le cessez-le-feu était sans importance pour l'Iran, mais l'argument est que les États-Unis en avaient davantage besoin. Il semble aussi temporaire. Les Américains, les Européens et les Iraniens lucides semblent tous d'accord là-dessus. Rien n'a l'air durable. Si Witkoff et Kouchner sont renvoyés à Islamabad après qu'on leur a demandé de ne pas revenir, alors que l'Iran a déjà été attaqué 2 fois pendant des négociations, Téhéran ne nourrira aucune illusion. La population, elle peut encore espérer. Aux États-Unis, en revanche, beaucoup célèbrent déjà en affirmant que l'Iran a été écrasé. C'est pas vrai, mais c'est ce que beaucoup croient. Dans la version pro-Trump des événements, proclamer la victoire à l'avance semble apparemment plus simple que construire une vraie capacité de montée en puissance. L'Iran a aussi démontré que même si les dirigeants sont mortels, le système, lui, continue, il se reconstitue. En ce sens, la résilience de ce système peut être en train de forcer Washington à réévaluer ce qui est possible, non seulement en matière de changement de régime, mais aussi en termes de tout objectif réellement atteignable. Les menaces de Trump sur une possible escalade allant jusqu'à l'emploi de l'arme nucléaire ne sont pas prises au pied de la lettre ici. L'idée avancée est qu'il reste à Washington trop de responsables lucides pour comprendre qu'un usage nucléaire ouvrirait la boîte de Pandore
banaliserait quelque chose de profondément dangereux et finirait par exposer les États-Unis eux-mêmes et d'autres pays à la même logique. Il existe encore des capacités conventionnelles qui n'ont pas été utilisées, mais ce ne sont pas des capacités capables de faire gagner la guerre. Elles peuvent infliger des dégâts immenses, mais elles ne mettront pas fin au conflit. L'Iran a démontré de manière concluante qu'il ne peut pas être vaincu. La comparaison invoquée est celle de Brest-Litovsk en 1918, lorsque les Allemands avaient compris que la Russie était trop vaste pour être conquise. Ils n'ont jamais essayé d'aller jusqu'au bout. La même logique est désormais appliquée à l'Iran. Si l'Iran ne peut pas être conquis, et si un changement de régime ne peut pas être obtenu, alors la meilleure stratégie restante consiste simplement à le détruire, à faire s'effondrer sa société et, idéalement, à lui arracher le contrôle de ses champs pétroliers. C'est le maximum que les États-Unis peuvent faire. Le reste du monde ne soutient pas cette issue, mais Israël, si. Cela mène au vrai problème central. Pourquoi les États-Unis font-ils cela, au fond ? Il n'existe aucune raison stratégique pour qu'ils consacrent autant de temps, d'argent et d'efforts à la destruction de l'Iran. L'explication proposée est brutale. C'est ce que veulent Israël, son lobby aux États-Unis, et les gens qui soutiennent ce lobby. Ils possèdent le Sénat, la Chambre et la Maison-Blanche. Les principaux acteurs et conseillers autour de Trump qui pilotent cette politique agissent en réalité comme des agents du lobby israélien. Même quelqu'un comme Pete Hegseth est présenté comme entièrement aligné sur ce que veut Netanyahou. La question centrale a toujours été de savoir jusqu'où Donald Trump est prêt à aller. Trump ne voulait pas commencer lui-même la guerre. Il fallait qu'Israël la lance. Les États-Unis ont ensuite été entraînés dans le conflit. Même maintenant, l'argument est que Trump n'y met pas tout son cœur. Il compense par une rhétorique agressive, y compris ses menaces de destruction totale, mais il est désormais pris au piège d'une escalade qu'il a lui-même contribué à créer. La communication est maximale, la stratégie beaucoup moins. Les 10 points iraniens rendent ce piège évident. Comment les États-Unis pourraient-ils les accepter sans prendre leur distance avec Israël ? L'une des demandes les plus importantes est un retrait complet américain de la région. Plus de bases, plus de stationnements, plus de terrains d'aviation. La question n'est pas seulement de savoir si Washington le veut, mais si sa position régionale lui permet encore de l'empêcher. L'Iran a attaqué beaucoup de ses sites. Des stations radars ont disparu, des bases ont été frappées et des informations font état du déplacement de milliers de personnels américains hors de la région. Si l'on regarde 27 bases ayant subi de sérieuses attaques iraniennes, la conclusion avancée est qu'elles sont en grande partie inutilisables. Tout ce qui avait une véritable valeur a été détruit. La plupart des soldats, aviateurs, marins et marines ont déjà été retirés, parce que les laisser sur place revenait à les exposer à la destruction. Il y aurait encore, dit-on, du personnel dans ces zones, cachées dans des complexes résidentiels locaux, dans de grands hôtels ou dans des sous-sols. Mais l'argument de fond est encore plus important. La plupart des Américains ignoraient même l'existence de ces bases. Elles étaient là parce que Washington avait promis aux États du Golfe, au Conseil de coopération du Golfe, au Koweït, et à d'autres qu'il les protégerait. Cette guerre a démontré qu'il en est incapable. La guerre a changé. Tous les missiles ne peuvent pas être arrêtés. Ces États avaient massivement misé sur les systèmes américains de défense aérienne, et ces systèmes ont obtenu certains résultats, mais de loin pas autant que ce qui avait été vendu. La question suivante est donc de savoir si ces États veulent encore le retour des États-Unis. Les élites régionales le veulent peu, être encore. Elles sont décrites ici comme des élites dirigeantes extrêmement riches, perçues dans le monde arabe comme une sorte de classe Epstein élargie, corrompue, décadente et moralement pourrie. Beaucoup se trouvent déjà hors de la région, en Égypte, en Suisse, à Londres ou à Paris. Beaucoup d'autres ont fui par la route en direction de Riyad, d'où ils pouvaient ensuite continuer vers le Sinaï, le Caire ou ailleurs. La vraie question devient donc la suivante. Comment Washington reconnaît-il discrètement qu'il ne peut plus rester sur place ni faire grand-chose ? Cette question s'était déjà posée pendant les 60 à 90 derniers jours de l'administration Trump, quand il avait été question au Pentagone de retirer les forces américaines non seulement d'Afghanistan, mais aussi d'Irak et de Syrie.
Quand des responsables avaient été poussés à expliquer à quoi servait réellement la base près d'Al-Tanf en Syrie, la réponse avait été brutale. Elle était là pour Israël. La vision plus large du côté d'Israël et de ses soutiens à Washington était que les États-Unis étaient dans le Golfe pour Israël, eux aussi. La question maintenant est de savoir s'ils peuvent encore y rester. La réponse donnée ici est non. L'écriture est sur le mur. Le vrai point de blocage reste Israël. Les États-Unis ont dit non à l'enrichissement de l'uranium parce que c'est ce qu'Israël veut. Ils ont dit que l'Iran devait démanteler l'essentiel de son arsenal de missiles balistiques de théâtre parce que c'est ce qu'Israël exige. Ils ont dit que l'Iran ne pouvait pas coopérer avec des partenaires ou alliés régionaux parce que c'est là encore ce qu'Israël veut. Au-delà de cela, Israël veut un grand Israël. Des responsables israéliens ont déjà dit que même s'il y avait un cessez-le-feu avec l'Iran pendant 2 semaines, les attaques contre le Liban continueraient. L'Iran a dit que c'était inacceptable. Cela signifie que toute pause contient déjà en elle la reprise inévitable du conflit. Soutenir le projet de Grand Israël est profondément déstabilisateur parce que, sur le papier, cela implique de remettre à Israël la moitié de la Syrie, une partie de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Sinaï et une partie de la vallée du Nil. Le jugement formulé ici est que cela n'arrivera pas. Il existe toutefois un argument très présent en ligne, selon lequel il ne s'agit pas vraiment d'une queue qui remue le chien, et que l'influence d'Israël serait exagérée pour masquer une stratégie néoconservatrice américaine de long terme visant à broyer toute opposition à la puissance américaine à travers le monde. Cet argument est rejeté ici. Toute personne ayant réellement passé du temps à Washington, notamment sur Capitol Hill, sait que presque chaque bureau de sénateur ou de représentant compte quelqu'un lié à l'influence israélienne, là pour s'assurer que les élus restent alignés sur les priorités israéliennes. S'ils ne le font pas, l'argent est redirigé vers leur adversaire. Peu importe que le responsable politique soit républicain ou démocrate, la seule question est de savoir s'il soutient ce que veut Israël. L'argent vient de milliardaires sionistes implantés aux États-Unis. Selon cette lecture, il faut remonter aux années 1990 à des stratèges comme Paul Wolfowitz et Richard Perle, tous sionistes, qui soutenaient que les États-Unis devaient contrôler les ressources pétrolières du Moyen-Orient pour tenir la Chine à la gorge. La Chine est évidemment préoccupée par la destruction des infrastructures pétrolières du Golfe. Environ la moitié de son pétrole vient du Golfe, avec une autre part importante provenant d'Iran. Mais la Chine n'ira pas en guerre pour cela. Elle peut diversifier ses fournisseurs, notamment vers le Mexique et ailleurs. Ce sera difficile, mais c'est possible. Les analyses tactiques de personnes comme Brian Berletic sont respectées, surtout sur l'évolution du champ de bataille et sur l'approche méthodique et délibérée de Poutine, mais sur ce point précis, le jugement reste le même. Celui qui donne le ton, c'est Netanyahou, pas Trump. Quant à Israël lui-même, le tableau est lui aussi bien plus grave qu'il n'y paraît souvent. Des observations faites en Alsace suggèrent que beaucoup de touristes israéliens continuent à voyager, alors même que d'autres voyageurs, notamment venus d'Europe, ont dû annuler leur vol. Mais cela ne dit qu'une partie de l'histoire. Tout dépend des Israéliens dont on parle et du niveau d'argent ou d'influence dont ils disposent. Le fils de Netanyahou, qui serait normalement en âge de combattre, se trouve à Miami. Un grand nombre d'Israéliens aisés auraient quitté le pays pour Chypre, la Grèce, les îles grecques ou la Serbie. L'argent israélien se déverse dans l'immobilier de ces pays. Beaucoup de ceux qui ont des moyens sont partis. À l'intérieur d'Israël, l'armée a pris le contrôle de nombreux aérodromes et points de départ, et Ben Gourion a été lourdement bombardé. On ignore combien de personnes partent encore de là. L'armée israélienne empêchait aussi, selon certaines informations, des gens de quitter le pays. Il faut être prudent avec les données démographiques. Environ 2 millions des 9 millions d'habitants d'Israël sont des Arabes. C'est à dire des Palestiniens vivant sur des terres situées à l'intérieur d'Israël. Quant au nombre de Juifs encore présents et à leur situation, la réponse est floue. Les communautés hassidiques de Jérusalem sont probablement toujours là où elles étaient, mais
la population juive plus large est plus difficile à évaluer. Ce qui semble clair, en revanche, c'est que l'armée israélienne est démoralisée, épuisée, usée, et qu'elle a du mal à recruter ou à mobiliser les réservistes. Beaucoup de gens refusent tout simplement d'y aller. Le niveau de destruction à l'intérieur d'Israël est lui aussi difficile à évaluer en raison du blackout médiatique. Malgré cela, la lecture proposée ici est qu'Israël était furieux à propos du cessez-le-feu. Trump semble avoir engagé cette ouverture vers le Pakistan sans réellement consulter Israël ou bien en lui disant simplement ce qu'il allait faire. Netanyahou a maintenant déclaré qu'il respecterait un cessez-le-feu avec l'Iran pendant 2 semaines, mais qu'il n'arrêterait pas ce qu'Israël fait au Liban, y compris les attaques contre Beyrouth. C'est interprété comme une preuve qu'Israël est mécontent. Cela explique aussi pourquoi il est si frappant de voir Kouchner et Witkoff repartir, alors que Witkoff avait auparavant rejeté les 10 points iraniens comme scandaleux. L'une des concessions de Trump pour obtenir le cessez-le-feu aurait été d'accepter d'utiliser ces 10 points comme base des négociations futures, au lieu d'exiger une reddition inconditionnelle par le biais de conditions américaines. Israël n'en est pas satisfait. Pourquoi les États-Unis voudraient-ils une pause de 2 semaines s'ils sont encore le seul pays sur Terre capable de poursuivre cette guerre à grande échelle pendant 2 semaines de plus? La réponse donnée est que le tableau d'ensemble a enfin atteint Trump. Le monde se dirige vers des famines dans certaines parties du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Inde, et d'ailleurs à cause d'un déficit d'engrais. La Russie produit une grande partie des engrais mondiaux, et même combiné à la production américaine, l'offre ne suffit pas à combler le manque. Les industries du plastique ferment, les industries des microcircuits, y compris les grandes usines de Taïwan et les opérations en Corée et au Japon, souffrent de pénurie d'hélium. Il y a des dizaines de produits essentiels à la vie quotidienne de la civilisation qui commencent à manquer à cause des pénuries de pétrole et de l'absence de sous-produits associés comme le soufre. Trump a peu être enfin compris cela. Il a peu être aussi compris que le Sud global se dirige non seulement vers une récession mais vers une dépression. Beaucoup de pays n'ont ni réserve stratégique de pétrole, ni capacité de raffinage. L'Australie est donnée en exemple. Lorsque ce type d'information arrive enfin sur le bureau du président, après les assurances israéliennes initiales selon lesquelles cette guerre serait terminée en 4 ou 5 jours parce que la direction iranienne serait décapitée et que le régime s'effondrerait, alors la logique change. La comparaison avancée est celle de Bill Clinton en 1999, lorsqu'on lui avait dit que la campagne aérienne au Kosovo durait quelques jours, peut être 2 semaines au plus. Elle a duré 78 jours et ne s'est pas terminée par la puissance aérienne, mais par des négociations et une pression russe sur la Serbie. Le même schéma pourrait maintenant se répéter avec la détresse économique mondiale et la propre fragilité économique des États-Unis qui pousse à chercher une porte de sortie. Les États-Unis glissent déjà vers une récession grave que personne ne veut admettre. Les bonnes nouvelles sur l'emploi sont révisées à la baisse 1 mois plus tard. Le pays se trouve dans une situation très fragile. Les taux d'intérêt pourraient monter, les rendements obligataires pourraient monter, le service de la dette pourrait devenir impossible et toute la structure pourrait se fissurer. C'est peu être cela qui a fini par s'assembler à la Maison-Blanche. Si Trump parlait franchement, l'évaluation ici est qu'il dirait sans doute qu'il espère que le cessez-le-feu de 2 semaines puisse être prolongé encore et encore parce que ces pressions économiques plus larges sont réelles et inévitables. Cela ne signifie pas que le courant religieux radical autour de lui soit imaginaire. Il est bien réel. Il y a des fanatiques religieux à la Maison-Blanche et autour d'elle, y compris des figures alignées sur un christianisme sioniste radical. La rhétorique de Trump, au cours des 2 dernières semaines, était d'ailleurs extrêmement inquiétante. Mais le point de vue défendu ici est que Trump lui-même n'est pas un fanatique religieux. Il accueille simplement volontiers dans le bureau ovale quiconque est prêt à se prosterner sur l'autel de Donald Trump. La comparaison est faite directement avec le lobby israélien. Si vous adorez l'autel, vous êtes accepté, sinon vous êtes dénoncé. Les États-Unis ont toujours eu un puissant courant de fanatisme religieux qui remonte aux puritains. Même Freud, après avoir visité le pays dans les années 1920,
aurait décrit les États-Unis comme une théocratie à cause de l'influence des pasteurs protestants sur le gouvernement. Ce courant monte et redescend. À l'heure actuelle, cependant, davantage d'Américains semblent horrifiés par le sionisme radical fusionné avec le christianisme radical qu'ils ne semblent le soutenir. Les intentions de vote en faveur de Trump seraient maintenant dans le milieu ou le bas de la trentaine. Si elles tombent dans les 20, il ne restera pas en fonction. Les sermons peuvent être théâtraux, mais même Trump ne peut pas se soustraire, à coup de sondage, à la physique, à la dette et à la logistique. Cela mène à l'Europe. L'Europe n'a presque joué aucun rôle dans ces négociations, à part peu, être quelques exceptions comme l'Espagne. Elle se retrouve maintenant face à une guerre inachevée avec l'Iran, une guerre inachevée en Ukraine et une remilitarisation lancée depuis une position de grande faiblesse. Le point de vue exprimé ici est façonné par une longue expérience vécue en Europe et au service de l'Europe. L'Europe est vue comme la source même de la civilisation occidentale, mais aussi comme un ensemble qui se porterait mieux sans les États-Unis qu'avec eux. Le scénario préféré aurait été un désengagement américain progressif d'Europe, tout en restant formellement dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, accompagné d'un transfert de la responsabilité du commandement aux Européens eux-mêmes. L'Alliance aurait dû avoir un commandement militaire européen avec les États-Unis en soutien plutôt qu'en position de contrôle. Cela ne s'est pas produit. À la place, Trump, qui sonne souvent comme un enfant capricieux, lance des invectives à tous ceux qui sont en désaccord avec lui ou refusent d'obéir. Il semble considérer l'OTAN comme une alliance de vassaux tenus de répondre à tout ce que dit ou fait le maître. Malheureusement, les interventions américaines en Irak, en Afghanistan, en Libye et maintenant dans ce conflit ont renforcé cette attente. Si Washington décide d'attaquer quelqu'un, les Européens sont censés suivre. C'est étranger à l'esprit du traité de l'Atlantique Nord, mais les Européens l'ont toléré parce qu'ils veulent garder de bonnes relations avec Washington et préfèrent fournir quelque chose plutôt que d'être mis à l'écart. L'espoir est qu'il soit enfin en train de se réveiller, mais il y a encore peu de signes en ce sens. Un vrai changement ne viendra peu, est que lorsque les gouvernements européens actuels auront disparu, les dirigeants européens sont décrits comme infligeant autant de dégâts, voire davantage, qu'Adolf Hitler n'en a infligé à l'Europe, un processus qui aurait commencé avec Merkel en 2015 et qui se serait poursuivi sans interruption depuis. Les dommages seraient particulièrement lourds pour l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Scandinavie. L'énergie bon marché a été détruite et cela pourrait finir par aider à chasser les gouvernements actuels. L'Europe pourrait alors se réaffirmer, mais pas nécessairement comme une entité unique. L'OTAN est trop vaste, et la vision stratégique depuis Rome, Belgrade, Ljubljana ou Zagreb est très différente de celle de Stockholm, Londres ou Paris. Dans ce récit, l'OTAN n'est pas censée être un instrument impérial américain, alors même que c'est souvent ainsi qu'elle a fonctionné. L'Europe commence enfin à se réveiller face à cette réalité. Rien ne résume mieux une alliance que de payer le matériel, puis d'être traité comme une doublure dans la guerre écrite par quelqu'un d'autre. La Suisse offre un exemple frappant. Elle paie depuis longtemps pour des systèmes Patriot qui ne sont pas livrés et découvre maintenant que les paiements effectués pour des F-35 non livrés sont redirigés ailleurs. Toute la situation est absurde. Il y a aussi là une note historique ironique. Pendant la guerre de Bosnie, des responsables américains ont utilisé la Suisse comme prétendu modèle pour la Bosnie-Herzégovine, alors qu'ils ne connaissaient rien à la Suisse, ne parlaient ni français ni allemand et connaissaient très peu les peuples de l'ex-Yougoslavie. Cette ignorance est présentée comme un problème américain plus général. Les États-Unis parlent constamment des autres peuples sans les comprendre réellement. Cette même ignorance a façonné la guerre contre l'Iran. Les Américains ont supposé que l'Iran n'était qu'un autre Irak, un autre endroit à écraser facilement. Ce n'est pas le cas. C'est un État civilisationnel central, une nation d'empire vieille de 2700 ans, qui rassemble de nombreux peuples ayant vécu pendant des siècles dans le cadre impérial perse et s'y trouvant à l'aise. Rien de tout cela n'a été réellement compris. Pas davantage le fait que la plus grande communauté juive non israélienne de la région vit en Iran, alors même qu'Israël aurait bombardé l'une de ses synagogues. Cela fournit
Selon cette analyse, un rare moment de clarté sur ce dont il est réellement question dans toute cette entreprise. Un autre détail renforce encore ce point. Une carte de Téhéran aurait été montrée identifiant les quartiers qui seraient considérés comme classe moyenne ou classe moyenne supérieure aux États-Unis. Des quartiers